place au président, voilà, en tout cas, voilà, de permettre à tous les participants de recevoir nos vœux à un titre d'Arca Sud. Donc, on démarre cette année, ce nouveau cycle d'Arcafé. Alors, c'est pas une nouvelle mouture, mais c'est une nouvelle organisation puisque voilà, on s'est réparti un petit peu l'organisation suivant les départements. Et on est honoré de pouvoir faire ce premier art café avec notre président Farid Chéric, donc pour ce thème. Voilà, on a tout un programme qui est, je l'espère, répondra à vos attentes sur toute cette année. Voilà, on sera au plus proche de l'actualité aussi. Et donc, c'est un petit peu cette volonté de ces webinaires, hein, peut-être pour ceux qui participent pour la première fois. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de ne pas aller au fond des thèmes, mais vraiment d'avoir une première approche et de vous encourager à aller un petit peu plus loin. Et Arca Sud peut effectivement vous accompagner pour aller un petit peu plus loin dans ces thématiques que nous apportons dans les webinaires Arcafé. Voilà. Écoutez, très bonne année à tout le monde. J'espère qu'on va avoir de très belles collaborations tout au cours de cette année autour de notre objet qui est les soins sur les conduites addictives. Voilà. Je laisse la place à Farid. Merci beaucoup. Merci. Avant tout, comme ça, je profite aussi pour présenter tous mes vœux, les meilleurs qui soient pour cette nouvelle année et une bonne et heureuse année pour tous. Et voilà, au nom d'Arca Sud, en mon nom personnel. Et voilà, on va démarrer. Donc, très, très heureux de démarrer ce cycle, justement, donc là, de réunion, petit déjeuner. Et le thème, cette fois, je vais vous parler beaucoup plus. C'est un thème qui concerne peut-être beaucoup plus la prévention, qui concerne les jeunes aussi, comme justement on va le voir. Alors, le rationnel, il est très simple, c'est que la consommation conjointe de boissons dites énergisantes et d'alcool favorise des situations à risque, dû à une surestimation de la personne de ses propres aptitudes, ce qui peut l'amener à poursuivre sa consommation d'alcool et à augmenter la prise de risque. Donc là, c'est dire, par rapport à cet argumentaire, que ça devient très, très intéressant, au moins que les jeunes le savent. Et puis, d'un point de vue comment faire des boissons énergisantes, à quel moment les consommer, comme on va le voir. Alors en France, je vais reprendre d'anciennes études en 2011, par exemple, réalisées par l'Agence de santé publique. 32% de consommateurs de boissons dites énergisantes les consomment lors d'occasions, en fait, festives, bien évidemment, bars, discothèques, concerts. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, il y a 41% en lien avec une activité sportive et 16% en mélange avec l'alcool pour faire la fête. Par contre, en ce qui concerne la pratique sportive, ces boissons énergisantes n'ont aucun intérêt nutritionnel. Contrairement aux boissons de l'effort, appelées aussi boissons énergisantes, d'où le côté confusion où il faut faire très très attention. Par contre, ces boissons énergisantes, elles majorent les pertes en eau et en sels minéraux et augmentent le risque d'accident qui est lié au fait à la chaleur. Donc on part exactement avec une idée contraire, une idée reçue qui malheureusement n'amène pas aux effets bénéfiques attendus. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que la multiplication des sources au fait caféine, dont fait partie les boissons énergisantes combinées au mode de consommation actuel de ces boissons, est donc susceptible de générer aussi des situations à risque, parce que le rôle de la caféine, notamment d'un point de vue de l'éveil et d'un point de vue de la stimulation, reste bien présent, et d'où l'intérêt justement donc là qu'on a à développer ce genre de choses. Alors, est-ce qu'elle peut provoquer des effets indésirables? Là aussi, déjà en 2008, c'est vrai que l'ANSES, qui est l'agence un peu de surveillance d'un point de vue des produits nutritionnels, a mis en garde par rapport aux principaux symptômes qui ont été observés, notamment des symptômes cardiovasculaires, avec une sensation d'oppression, douleur thoracique, tachycardie, hypertension, troubles du rythme, pouvant même aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. On a noté aussi des effets au niveau de l'irritabilité, nervosité, anxiété, crise de panique, hallucination, jusqu'aux crises d'épilepsie pour les personnes les plus vulnérables.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi en termes de fréquence, jusqu'à 40% de jeunes reconnaissent associer des boissons énergisantes à de l'alcool au cours aux fêtes soirées. Les personnes qui mélangent ne présentent pas des effets de l'ébriété tels qu'il est en réalité. C'est vrai, c'est cette sensation qui n'est pas perçue en tant que telle. Ce serait le mélange entre la caféine et l'alcool qui aurait plusieurs effets, et cela inhiberait l'effet sédatif de l'alcool, car la caféine réduit cette sensation d'intoxication. D'autre part, le fait que cette sensation d'intoxication soit réduite altère le jugement par rapport au comportement à risque. Et enfin, cette réduction de la sensation d'intoxication induit une consommation d'alcool importante. Là, on voit qu'il y a des études qui montrent ce lien justement donc là associatif, mais c'est des études beaucoup plus anglo-saxonnes, et c'est pour ça qu'en France, euh, c'est pas qu'on n'avait pas connaissance, mais on a toujours sous-estimé par rapport, d'un point de vue des conséquences, par rapport à ces au fait boissons-là. Alors maintenant, le fait un peu de quels sont les éléments dont toi, dont toi, au fait de savoir, le marché des boissons énergisantes représente jusqu'à 3 milliards de dollars américains. Actuellement, il y a des chiffres qui vont jusqu'à une dizaine de milliards justement de dollars. On compte plus de 300 variétés de boissons énergisantes en Amérique du Nord, et les consommations, elles sont surtout chez les jeunes et les jeunes adultes. Là, comme on le voit par exemple, donc là, dans les pays d'Amérique du Nord, c'est ces boissons aussi que même ici les jeunes appellent energy drink, qui contiennent de la caféine, de la taurine, du sucre et des herbes et certaines vitamines. Elles nous stimulent bien sûr mentalement et au fait physiquement, mais ce qu'il faut savoir aussi d'un point de vue de cette stimulation, elle est de courte durée, elle ne dure pas très très longtemps. Par contre, ce qui est aussi important, le fait quand on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait amener cette stimulation, ce qui pourrait donner cette énergie, au-delà du fait qu'il y ait la caféine, un certain dosage et qui est bien indiqué sur les au fait, canettes. Par contre, ce qui donne de l'énergie, c'est le sucre, parce que on retrouve 2 à 3 fois plus de sucre que des boissons sportives, par exemple, et puis fournit surtout de l'énergie pendant une courte durée, et ça, c'est un élément extrêmement important. Par exemple, le Red Bull, pour ne pas faire la publicité, pour au moins citer un exemple d'une boisson alcoolisée peut-être la plus consommée en France et dans les pays d'Amérique du Nord, le Red Bull contient plus de 8 cuillères à thé du sucre qui est contenu dans cette au fait canette, donc c'est très très sucré. Alors, pour au fait revenir avec cette introduction maintenant, et le fait de l'étayer par des études, ou bien justement donc là de trouver un argumentaire scientifique pour dire attention à cette association. Là aujourd'hui, j'ai choisi certaines études dont je vous vais faire part, qui ont été communiquées lors de congrès internationaux. Ce sont surtout des études anglo-saxonnes, dont on n'a pas dupliqué vraiment les résultats en France, mais je pense qu'on est d'autant concerné comme pays industrialisé où cette consommation est très importante, où la notion de fête aussi, ça fait partie de notre culture. Donc la consommation de boissons énergisantes, indépendamment d'une co-ingestion avec de l'alcool, est associée à la dépendance alcoolique. Donc ça aussi, parfois, on peut rentrer dans un cycle de dépendance à l'alcool, le fait de consommer des boissons énergisantes sucrées. En sachant que maintenant l'industrie de l'alcool, le fait de jouer et sur le plan en fait marketing, de mettre du sucre pour que l'alcool passe inaperçu, va augmenter les consommations d'alcool et vont induire par ailleurs des dépendances ou de vraies addictions par la suite. Cette association d'alcool et boissons énergisantes, elle est liée à la baisse de la déficience perçue pour la conduite, par exemple, et l'augmentation de la quantité de consommation d'alcool. Donc, il y a deux choses, c'est qu'on va consommer plus d'alcool
Et deuxièmement, c'est qu'on a une déficience, on a une baisse pour la conduite. Le risque, bien évidemment, on peut au fait l'imaginer, c'est qu'on peut faire la fête, ça peut durer longtemps, et au petit matin, quand on a envie de partir, on se sent plus ou moins en forme, on reprend la au fait, voiture, et puis généralement 5 minutes après, on tombe de sommeil, on tombe de fatigue, et c'est là où il y a le risque d'avoir un accident de circulation et qui est extrêmement en fait important et qui est bien noté. Et puis ce risque, justement, donc là, on le voit à travers ce pic. Donc là, on voit que à travers cette consommation, l'effet de stimulation augmente, il augmente. Et là, généralement, donc là, il est comme ça au maximum, on se sent bien. Mais quand on reprend la voiture, justement, donc là, après une soirée, cet effet ne dure pas longtemps. Et généralement, il a une chute pratiquement presque sur une ligne, donc très très au fait rapide. Ça ne descend pas progressivement pour laisser le temps de réagir. Ça descend très très vite et c'est ce qui peut provoquer des accidents et autres qu'on va voir là aujourd'hui. Donc, en fait, on est inscrit dans ce cercle que je vous montre d'un point de vue au fait fatigue et d'un point de vue de faire la fête par rapport à cette notion justement. Donc là, je consomme plus de boissons énergisantes, je peux tenir une soirée, je peux continuer de consommer de l'alcool pour ne pas m'épuiser, pour ne pas au fait fatiguer, pour ne pas rentrer très tôt au fait finalement. Et avec bien sûr un effet aussi désinhibant qui participe à cet effet d'euphorie pour continuer au fait la fête. Alors, est-ce que c'est un bon, en fait, donc là, justement, le mélange de le voir, est-ce que c'est bon ou pas, c'est une nouvelle réalité dans les clubs, les bars, combinaison qui semble être dangereuse. Il y a cet effet de cercle vicieux masque les signes d'ébriété, on ne se sent pas aussi saoul et on continue à boire et on augmente le risque de toxicité à l'alcool, bien évidemment, par rapport au nombre de verres bu pendant justement une soirée. Les études des buveurs sociaux qui assistent à 4 séances, par exemple, là au laboratoire, ils reçoivent de l'alcool, boissons énergisantes, ou bien alcool associé aux boissons énergisantes, ou bien un placebo. Là, généralement, la quantité d'alcool qu'on a donnée, ce sont 4 shoots justement de vodka, avec des mesures subjectives et des tests objectifs lorsque l'alcoolémie atteint 0,8 grammes par litre. Donc là, on a fait des évaluations automatisées de cette au fait, balance éveil et les tests un peu de sobriété qui peuvent être faits dans les centres de recherche neuro au fait cognitif. Donc c'est là où c'est très très intéressant de reprendre un peu ce genre d'études et de voir un peu ce que ça donne, ce que ça pourrait faire. Alors, les hypothèses de ces au fait, mécanismes d'action de l'association alcool-boisson énergisante, bien évidemment, le fait de masquer les effets subjectifs des dépresseurs, c'est les stimulants qui masquent les effets des dépresseurs. Les consommateurs sous-estiment les niveaux de l'intoxication ou de l'ivresse. Au fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une ivresse bien réveillée. Et les consommateurs augmentent les risques d'un point de vue d'une plus grande consommation d'alcool, donc plus d'évolution vers des états de dépendance, une longue période d'alcoolisation, et puis notre esprit, ce qui amène une pauvre évaluation des risques par la suite que peuvent engendrer au courant d'une soirée, et notamment, quand on va le voir, le risque justement sexuel. Donc là, on voit à travers ce que je vous disais, cette méthodologie au fait d'études, cette première diapositive, c'est pour montrer les scores un peu de fatigue qu'on voit ici. Donc là, c'est le niveau de fatigue qui est estimé comme ça, donc là en pourcentage. On voit que là, c'est le placebo, par exemple, on est quand même fatigué à une certaine heure, parce que la nuit, il faut généralement dormir. On est moins fatigué quand on prend une boisson énergisante seule, mais les scores ne sont pas extrêmement. C'est-à-dire, l'effet stimulant de ces boissons énergisantes n'est pas très, très caractéristique pour, par exemple, que cette fatigue, elle soit très basse de par l'effet supposé au fait stimulant. Et là aussi, ce qu'on voit à travers l'alcool, c'est vrai que ça donne une très grande fatigue. L'alcool seul
qu'on le voit ici, pratiquement ça monte jusqu'à 50% justement donc là de cet effet de fatigue. Par contre, quand on associe alcool dans cette dernière ligne et boisson énergisante, là, cet effet de fatigue dû à l'alcool à lui seul diminue, mais reste quand même important, plus que les boissons énergisantes seules, plus que le côté au fait contrôle ou bien justement placebo. Donc là, on voit que euh, ça donne quand même un effet moins important que l'effet justement de l'alcool qui pourrait y avoir. Là aussi, on a continué de faire, par exemple, là, c'est des scores qu'on a vus, par exemple, le fait un peu de mesurer le temps des yeux qui restent ouverts pendant une conduite, ça donne pratiquement les mêmes résultats que des scores de fatigue. C'est l'alcool qui sort justement donc là du lot pour donner la plus grande, c'est-à-dire c'est là où on a du mal à maintenir les yeux ouverts avec l'alcool. Ça diminue un peu quand on associe alcool, boisson énergisante. Et là, aussi avec boisson énergisante, on a de l'effet moins important, mais moins important que les tests ou au fait contrôle. Alors là, excusez, donc elle est un peu floue. Là, c'est le fait, c'est de mesurer combien, pendant justement donc là une conduite, on a les yeux fermés. Et là, comme vous le savez, quand on conduit longtemps et pour aller loin, c'est vrai qu'il y a des tests qui mesurent justement donc là, soit ça peut être lié au test de somnolence, soit c'est juste le fait un peu de mesurer les yeux fermés pendant un certain temps et qui montre un certain niveau de fatigue. Et là, pratiquement, il n'y a pas de différence importante entre la consommation d'alcool seul et le fait d'associer justement des boissons énergisantes. Ça le montre aussi que effectivement la nuit surtout, donc c'est aussi biaisé parce que c'est un test qui est fait de nuit et qui n'est pas fait de jour, d'où cette fatigue qui est aussi accumulée. Alors là, c'est aussi un autre test, c'est le fait un peu de marcher droit au niveau de cette ligne et de noter un peu le nombre d'erreurs qui sont faites et le nombre de déviations par rapport à la ligne. Là aussi, c'est l'alcool à lui seul qui amène le plus de déviations et ça, c'est tout à fait normal. On peut même parler de syndrome cérébelleux, de cette ivresse en titube, en vacille, en chancelle. Et c'est vrai que ça l'est un peu moins avec, quand on associe des boissons énergisantes aussi avec alcool, ce qui montre que ça touche le système neurocognitif peut être au fait altéré. Et là aussi, c'est le mouvement de nystagmus, c'est-à-dire c'est les mouvements oculaires qu'on réalise par des tests ophtalmospécifiques et qui montrent aussi une sorte d'inattention. C'est-à-dire, au lieu de fixer un objectif bien précis quand on conduit, c'est là où ce mouvement un peu de nystagmus, on a tendance à dévier, donc à être moins attentionné, moins concentré sur des objectifs. Là aussi, on retrouve plus ou moins la même chose. C'est l'alcool altère énormément cet exercice, moins par rapport, il est corrigé quand on associe de boissons énergisantes, mais très peu par rapport au placebo et par rapport aux boissons énergisantes seules. Donc là, on voit en résumé, par rapport à ces études-là, donc cette association alcool-boisson énergisante, elle va diminuer la fatigue, une plus grande volonté de conduite parce que subjectivement, on ne se sent pas fatigué, donc on peut prendre un peu le volant, enfin on a l'impression, et puis avec un meilleur contrôle de la motricité globale qui est aussi montré. La déficience cognitive aura un impact sur les compétences de conduite, avec une sorte de dyscontrôle de ces impulsions, la vitesse de traitement des informations qui est altérée. Et là, les résultats, ils sont plus ou moins les mêmes, que ce soit avec l'alcool ou même quand on associe des boissons énergisantes. Donc, ça n'a pas d'effet extrêmement important pour recommander ce genre d'association. Alors, ça peut prêter à confusion pour les barman aussi en vue de l'application de la loi. C'est que quand les barman ou les responsables un peu de boîte ou de bar voient les gens partir et les voient pas avec un état d'ivresse, il y a pas tous ces signes justement. Donc là, pour les retenir ou pour leur donner une recommandation de ne pas boire ou de leur saisir des clés et ainsi de suite. Et ça peut fausser aussi les choses. D'un point de vue neurobiologique, on a repéré justement donc là un acide aminé qui est un neurotransmetteur qui est l'adenosine,
qui est inhibiteur et qui augmente là, au fait, sédation, au contraire, qui agirait en opposition par rapport à la caféine. La caféine, elle bloque cet effet, l'action de l'adénosine qui est sédative pour augmenter le niveau, au fait, d'éveil. Et c'est ce qu'on voit justement donc là au niveau cérébral, justement donc là à travers cette double action, c'est le mécanisme possible qu'on a essayé d'expliquer d'un point de vue au fait neurobiologique avec l'adénosine qui inhibe, qui augmente la sédation et la caféine qui augmente l'état d'éveil ou la stimulation. Et c'est vrai que l'alcool va augmenter la sécrétion extracellulaire de l'adénosine pour amener une sédation, alors que la caféine, elle agirait justement donc là au contraire pour maintenir l'éveil pas très longtemps. L'autre effet aussi, parce que au fait, il peut y avoir un débat de dire qu'en est-il de la taurine qui est contenue. C'est vrai que la taurine, elle est contenue, mais en faible dosage. On ne peut pas parler d'un effet taurine spécifique qui est lié et qui nous donne justement presque un peu ce fantasme de nous donner des forces extraordinaires. Il y a des traces, mais ce n'est pas suffisamment important pour avoir tous les effets escomptés. Et même quand on a analysé des boissons énergisantes avec un dosage extrêmement important de taurine, on n'a pas montré des effets, en tous les cas jusqu'à l'heure actuelle, d'un point de vue scientifique, on n'a pas montré d'effet. Par contre, l'autre effet qui est vraiment en fait certain, c'est le sucre, c'est le taux de sucre qui sont contenus, et le sucre agirait aussi, d'un point de vue de cet éveil, agirait aussi au niveau de cette stimulation qui est associée à la caféine, parce que même si certains pays limiteraient le dosage de la caféine au niveau de ces boissons énergisantes, s'il y a des lois dans certains pays qui vont limiter, cette tendance, elle sera corrigée par le fait de mettre plus de sucre et ainsi de maintenir l'éveil, d'augmenter cet éveil, mais encore une fois, pendant un temps qui reste au fait limité, avec tous les risques que ça puisse aussi au fait supposer. Donc là, comme on le voit, ces études réalisées chez des étudiants en fait américains qui se sont prêtés au jeu, qui ont accepté de se faire tester euh, après, au fait, après certaines soirées, une plus grande prise de risque par les utilisateurs de cette association versus les consommateurs d'alcool. Là, on en a pas mal d'études et les différences individuelles entre les types de consommation, donc ça a été étudié, et notamment pour étudier les traits d'impulsivité. Et le fait un peu d'avoir les traits d'impulsivité, ça jouerait plus, mais notamment par rapport aux prises de risque. Et le taux de prise de risque reflète le comportement dans le type de consommation d'alcool, justement, en elle-même déjà, et de voir aussi est-ce que l'association atténuerait, justement, donc là, cette notion de prise de risque ou pas. Donc là, on le voit par exemple à travers les résultats de cette étude qui compare au niveau de certains comportements. Je suis désolé, je ne les ai pas traduits, mais d'une façon générale, on voit bien que, par exemple, là, c'est des gens qui peuvent jouer, c'est-à-dire on joue, on perd cette capacité de contrôle au niveau du jeu, donc avec l'alcool, il y a une sorte de désinhibition qui est importante. Mais quand on associe, là, ce qui est en français, c'est l'association alcool-boisson énergisante, ça l'est un peu moins, mais elle y est quand même. Et il n'y a pas de différence significative, même pour les propos violents, violence verbale, la violence physique. Ça a été fait. Aussi des actes provoquant des humiliations. Il y a les passages à l'acte, il y a les injures physiques. Les gens qui partent aux urgences médicales, c'est beaucoup plus le côté aussi qui consomme que de l'alcool que cette, au fait, association, des actes un peu de vandalisme ou des rixes où la police interviendrait beaucoup moins. Donc on voit que l'alcool seul, effectivement, induit beaucoup plus de comportements, mais que les boissons énergisantes, quand on l'associe, ne provoquent pas de diminution significative par rapport à ces comportements. Donc, ils n'empêchent pas. Parfois même, c'est au contraire, on a vu par exemple certains comportements qu'on ne voit pas sur ce graphe, c'est qu'il y a plus de comportements à risque quand il y a cette association alcool-boisson énergisante que à travers l'alcool, parce que l'alcool, ça inhibe, ça laisse pas le temps, ça donne pas peut-être la force un peu justement de passer à l'acte seul, mais quand on associe les deux, ça laisse une sorte un peu de vigilance, une forme un peu d'excitation pour avoir cette force justement de passage à l'acte
qu'il soit d'un point de vue verbal ou d'un point de vue aussi au fait physique. Donc on voit ici aussi une méthodologie par rapport à ces études qui ont été au fait menées, de voir les effets placebo justement donc là de l'alcool et les quantités d'alcool active qui sont réalisées. Donc ce que je vous disais, l'alcool qui a été utilisé, c'était le vodka, 4 shots toujours qui ont été mesurés pour provoquer au moins, sachant qu'il y a des différences individuelles, mais pour provoquer, pour avoir un effet d'alcool, c'est quand l'alcoolémie dépasse 0,8 g d'alcool chez un individu, qu'on parle justement donc là d'un effet supposé justement de l'alcool pour qu'il puisse agir au niveau comportemental. Donc les performances cognitives, quand l'alcoolémie est la même euh, avec uniquement l'alcool ou avec une association avec des boissons énergisantes, elle diminue la prise de risque et augmente cette perception de la capacité à conduire. Donc les boissons énergisantes ne donnent pas, c'est-à-dire on ne recommande pas de boire des boissons énergisantes pour conduire la nuit et pour aller très loin. Correspond à des études portant sur la cognition montrant l'atténuation de la dépréciation de l'alcool se dissipe généralement au taux de plus de 0,8 g par litre. Et c'est vrai que 0,8 g par litre, c'est très vite atteint aussi d'un point de vue de la consommation. Donc la conclusion ne suggère pas que les conducteurs doivent associer cet alcool et boissons énergisantes sont plus sûrs de ceux qui consomment uniquement de l'alcool. Généralement, c'est les mêmes risques qu'on peut voir, parce que sinon, même si ça atténue un peu l'effet, ça ne le corrige pas complètement pour mener ou pour garder le contrôle. Je pense que cette notion de garder le contrôle, elle est très très importante, que ce soit en addictologie, mais aussi elle est importante pour éviter, pour être maître de soi-même, éviter de provoquer un accident ou d'avoir d'autres problématiques à risque. Donc là aussi, on a repéré certains facteurs qui peuvent être des faibles taux de prise de risque dans ces mêmes conditions, de courte durée de temps d'entraînement, des faibles puissances statistiques, c'est-à-dire même là, c'est les limites de ces études parce que d'un point de vue échantillon, le nombre de sujets inclus dans ces études, c'était 28, 30 personnes, 40 personnes. C'est vrai que l'idéal, c'est des études réalisées beaucoup plus entre 2010 jusqu'à 2015, où il y a eu pas mal d'études. Actuellement, il y en a moins. Mais actuellement, ce qu'on attend, c'est le fait un peu de dupliquer les mêmes études et d'étudier ce risque beaucoup plus important, mais avec un certain nombre de personnes plus importantes qui donneraient une meilleure puissance statistique pour justifier ces, au fait, résultats. Donc, par exemple, les motifs de consommation de cette association sont indiqués pour des résultats négatifs qui affichent justement une certaine consommation, mais ça reste des effets vraiment subjectifs et on ne peut pas tenir compte de ces effets-là, d'où la nécessité de recherche, d'une recherche future qui puisse assimiler et voir justement donc là tous ces au fait, résultats pour aller encore plus loin au fait de ces faits. Mais une chose est sûre, c'est vrai que sur le plan neurocognitif, ça agit exactement comme les effets de l'alcool qui altèrent déjà en fait, pas mal et les boissons énergisantes ne au fait, corrigent pas au fait, du tout. Pour passer à l'autre versant d'un point de vue de prise de risque sexuel, là, la consommation d'alcool favorise ces comportements à risque et peut conduire à des résultats indésirables sexuels tels que le définissent les anglo-saxons. Donc là, il y a de nombreuses études déjà depuis les années 2000 et après ça a augmenté par la suite. Donc des comportements sexuels avec des partenaires occasionnels différents qui ne sont pas au fait planifiés et avec un nombre élevé comparé à une certaine moyenne. C'est des rapports sexuels aussi qui ont été notés qui n'étaient pas protégés. Et puis après, c'est une sexualité qui est vécue avec des regrets, après coup, une honte. C'est des rapports qui ne sont pas désirés ou sous la contrainte aussi. Et là, c'est toujours un peu limite par rapport à cette notion de consentement. Le cas théorique sont l'alcool et le comportement sexuel à risque. Donc là, on essaye un peu de voir d'un point de vue de l'effet de l'alcool en soi-même, qui, au fait, désinhibe, on voit déjà pas mal de résultats. Et puis l'attente un peu de l'alcool, parfois, parce que l'alcool, s'il est consommé d'une façon
d'une façon consentante, c'est aussi pour provoquer cette désinhibition, pour avoir plus de sociabilité, plus d'actions de séduction. Et le rôle de cette vigilance compensatoire, de voir aussi, est-ce qu'une boisson énergisante, elle compense un peu cette prise de risque, peut-être en la corrigeant un peu, en étant plus éveillé, c'est ce qu'on essaye un peu de démontrer à travers d'autres études. Donc, beaucoup d'études montrent aussi une consommation, en fait, elle est dangereuse. Ça augmente le nombre de violences interpersonnelles au niveau des personnes qui se rencontrent. Et cette conduite altère les facultés des deux côtés. Donc, il y a une altération de facultés aussi. Et ce qui donne, ça a été aussi prouvé justement, des comportements sexuels à risque par rapport à ce qu'on avait défini. Les mécanismes possibles par rapport à l'utilisation de cette action alcool, boisson énergisante, c'est là pour cette prise de risque sexuel, c'est la recherche de l'excitation et la diminution de l'inhibition. C'est ce qui peut se comprendre, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de soirées. Et cette utilisation, cette association, en tous les cas, favorise une consommation plus forte d'alcool avec une note de désinhibition qui est encore plus importante. Donc, cette association, c'est comme un catalyseur qui augmente le nombre d'accidents de cette prise de risque involontaire. Elle diminue cette vigilance compensatoire, c'est-à-dire d'habitude, il y a toujours quelque chose un peu qui retient, qui arrête. Ça pourrait être le lobe frontal, ça pourrait être les traits justement de caractère qui peuvent retenir quelqu'un. C'est ce qu'on appelle cette vigilance qui va compenser, qui éviter de multiplier les risques. Et cette association comme complément stratégique dans la prise de risque, et avec une réduction de ces barrières sexuelles, donc d'où la désinhibition, pour aussi espérer améliorer presque les performances sexuelles, notamment à travers les problématiques qu'on voit actuellement avec le chemsex. C'est vrai que ce sont d'autres drogues, c'est pas de l'alcool, mais qui serait d'arriver à une sorte un peu de performance aussi en utilisant des produits d'excitation qui, pour aller plus loin, pour avoir plus d'expérience. Les paramètres consommation qui reviennent justement donc là à travers certaines études. On voit là par exemple, chez des jeunes de 18 à 25 ans, la prévalence d'un point de vue de l'utilisation des boissons énergisantes, elle est très importante parce que c'est jusqu'à 87% d'utilisateurs. Depuis plus de, 3 mois, c'est la moitié de ces jeunes. Et notamment pendant la consommation de week-end, c'est que 17%. Donc, ce qui prouve qu'ils peuvent aussi, pendant la semaine, répéter ce genre de comportement. Notamment, parfois, c'est des prolongations des after-work qu'on voit dans les pays anglo-saxons, à Londres ou aux États-Unis. Donc, après le travail, on se réunit pour aller boire un verre. Et puis, généralement, on prolonge la soirée de l'effet désinhibant de l'alcool. Et on peut continuer sa soirée, même si le lendemain on travaille, parce que ça peut se passer aussi en semaine. L'intérêt d'un after-work, c'est beaucoup plus en semaine, sachant que les week-ends, de toutes les façons, les gens vont consommer. Ce qu'il faut savoir aussi, là, cette association, dans d'autres études aussi, toujours dans la population qui nous intéresse, une autre étude a montré qu'il y a 40% d'utilisateurs de cette association. Une consommation depuis plus de 3 mois, c'est 20% aussi. Le week-end, c'est uniquement pour cent. Donc là, c'est une autre étude qui vient démontrer qu'il y a moins, de consommateurs, mais les risques qui restent les mêmes parce que 40%, c'est presque une personne sur deux. Et ce qui revient, c'est notamment l'association Red Bull Vodka qui passerait le plus dans 67% des cas. Et là, dans plusieurs études, on retrouve ce genre de choses. Et le contexte qu'ont montré ces deux études, c'est généralement avec des amis qu'on connaît dans 46% des cas, on part accompagné, on part pas seul. Donc l'autre moitié va partir seul, peuvent se retrouver seuls. Ça peut être des bar-clubs qui sont concernés, des fêtes privées, ou bien 30% des fêtes universitaires, ce qui nous laisse présager même peut-être pour nous, professionnels d'addictologie, de voir un peu les endroits où on pourrait intervenir au niveau de la prévention
par rapport à ces associations dangereuses. Donc, après, on a retrouvé aussi c'est des études qui sont, en fait, ce sont beaucoup plus des enquêtes descriptives. Toujours au niveau de cette population de jeunes, on a vu chez plus de 1200 personnes des consommations d'alcool au moins une fois pendant les 3 derniers mois ont déjà eu des rapports sexuels. Et là, bien sûr, quand on compare les consommateurs versus non consommateurs d'alcool, il y a beaucoup plus de passage à l'acte chez les consommateurs d'alcool. Et là, certaines explications, c'est les recherches de sensations fortes, des sensations à risque, une impulsivité, des traits dépressifs aussi ont été retrouvés, avec une inhibition des stratégies de comportement de protection ou des stratégies de contrôle pour se protéger ou avoir à l'esprit se protéger avant un rapport sexuel. Là, la population qu'on a repérée dans ces études, c'est plus de 58% sont de sexe masculin. La population de blancs non hispaniques, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a toujours cette comparaison, justement, donc là, qui est faite, c'est 49% chez des blancs. Étudiants, plus de 55% aussi, qui ont été repérés, donc jeunes étudiants. Et puis, c'est vrai que les sensations fortes, elles ont été repérées avec une significativité. C'est des gens qui recherchent des sensations fortes beaucoup plus que l'autre trait de caractère qui est le trait dépressif. C'est d'avoir justement, donc là, de se sentir un peu déprimé et d'avoir besoin justement de consommer et de l'alcool et des boissons énergisantes pour essayer de trouver une stimulation, pour essayer de monter un peu plus au niveau de l'humeur, pour s'amuser ou pour justement donc là avoir une vie ou avoir une vie au fait sexuelle ou accéder à une au fait sexualité. Donc ça montre aussi justement donc là certains traits de au fait caractère. Alors là aussi, on est parti plus loin de voir un peu certaines caractéristiques des personnes, par exemple, quand on compare chez les consommateurs de boissons alcoolisées et boissons énergisantes versus non, en fait, consommateurs, ce qu'on a au fait retrouvé, c'est des gens qui vont avoir un état d'ivresse avant le rapport sexuel, l'utilisation des drogues, pas d'utilisation de préservatif. Et puis, on a noté une notion de champ avant le rapport sexuel qui démontre une sorte un peu d'inhibition, presque un état maniforme d'avoir le champ facile pour provoquer ces réactions-là. Donc après, on a trouvé moins de différences chez les consommateurs que chez les non-consommateurs, mais généralement, consommation de drogue et plus d'ivresse quand on a une sorte d'une polyconsommation, parce que souvent maintenant, et le risque, je pense que depuis les années 2015, où je vous montre un peu au fait, ces études-là, c'est l'effet aussi de la cocaïne, qui est maintenant une substance à redouter, parce que parfois, quand on n'obtient pas complètement les effets de stimulation dans les boissons énergisantes, là, on va consommer de la cocaïne, et c'est une consommation ou c'est une association qui est actuellement très fréquente malheureusement, c'est de la cocaïne. Et là, généralement, les risques qui sont encore plus importants par rapport à ce qu'on décrit par rapport aux boissons en fait énergisantes. Là, ce qu'on voit aussi, par exemple, ce risque sexuel, toujours comparé à de l'alcool seul et l'alcool plus boisson énergisante, on voit bien que là, on voit le nombre d'indicateurs à risque sexuel quand il n'y a que de l'alcool et les sex semen, c'est de 1,66. Par contre, quand on consomme, quand il y a une consommation mixte, alcool, boisson énergisante, eh ben, ce risque est encore beaucoup plus important. C'est ce qu'on essaye un peu de montrer. Donc attention, quand c'est alcool plus boisson énergisante, ce risque sexuel est encore plus important, comme on le note ici à travers les différents comportements. Et ça, c'est vraiment aussi l'une des leçons à retenir par rapport à cette justement association, et notamment chez au fait, les jeunes. Donc, il y a plus de recherche de sensations, il y a des habitudes rapportées de consommation les plus dangereuses sont les plus fréquentes au niveau de cette association qu'à l'alcool seul, et donc ils prennent plus de risques sexuels quand on consomme que des gens qui prennent que justement de l'alcool. Le risque encore actuel que je ne décris pas, mais c'est aussi le rapport à la cocaïne,
On noterait les mêmes effets, mais on n'a pas encore tous les résultats de ces études-là, alcool plus aussi au fait cocaïne, de ce que ça pourrait aussi de ce que ça pourrait au fait amener. Le dernier élément que je voulais vous soumettre comme ça donc aujourd'hui, c'est les facteurs de risque quand on essaye un peu de revenir un peu en arrière, de voir est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres. Le suivi sur 6 ans de ces jeunes, par exemple, montre des antécédents d'alcoolisme maternel. Les premières intoxications d'alcool sont inférieures ou égales à 15 ans. Et quand on a des symptômes dépressifs, ça multiplie aussi le risque, justement, donc là, de chercher ces associations, de chercher non seulement l'alcool, mais d'essayer aussi de compenser par des actions au fait de stimulation. Et les effets secondaires aussi qu'on a retrouvés, ce sont des sensations fortes et impulsivité dans les traits de caractère. C'est les troubles de conduite pendant l'enfance qui ont été au fait notés. Et puis aussi, pour les facteurs secondaires, là, ce n'est plus des antécédents en fait maternels d'alcoolisme, mais c'est des antécédents d'alcoolisme paternel qui sont notés et qui restent vraiment importants. Et pendant la 6e année de suivi, ce qui a été noté, c'est des problèmes de conduite avec des facultés affaiblies, parce que quand on consomme généralement, on a des troubles de conduite encore beaucoup plus importants, qui étaient déjà une vulnérabilité qui existait à l'origine, mais qui continuent dans le temps. Mais là, par contre, avec des troubles neurocognitifs qui sont dus aussi à ces, justement, consommations, on était au fait notés. Donc, des messages de prévention pour revenir quelques chiffres, donc c'est vrai qu'on a 3,6 fois plus d'augmentation du risque de traumatisme au fait crânien. Et puis on a 6 fois plus d'augmentation de risque de traumatisme crânien après avoir consommé 6 boissons énergisantes contenant de l'alcool en une seule soirée. Là aussi, ce sont tous ces risques, justement, donc là, d'association qu'il faut noter. Et ces risques de traumatisme crânien, bien évidemment, c'est après accident. Ce n'est pas uniquement en reprenant la voiture, mais qui peuvent aussi se produire au sein même des lieux de soirée, avec des chutes, avec certaines bagarres, des rixes, qui peuvent être aussi notées, qui restent très, très importantes. Donc, il y a des messages aussi pour le côté prévention, donc éviter de consommer avant ou pendant une activité au fait physique, parce que comme on l'a vu, ces boissons énergisantes ne servent à rien. Au contraire, ça peut même favoriser une sorte de déshydratation et de moins supporter les effets de chaleur. Ne pas associer ces boissons énergisantes à l'alcool. Éviter de consommer ces boissons aussi si vous êtes une personne sensible, des enfants, adolescents, femmes enceintes, allaitantes, personnes présentant des troubles cardiovasculaires, des troubles hépatiques sévères, pathologies neurologiques, psychiatriques ou insuffisance au fait rénale. Donc, vous voyez que le champ est très large, un peu de vulnérabilité de ce point de vue. Et le dernier facteur aussi qu'on met maintenant dans les actes un peu de prévention, où il y a d'autres études que je ne vous ai pas citées aujourd'hui, c'est après les accidents de la route, les relations sexuelles non protégées, des actes violents, c'est aussi le fait de faire des tentatives au fait de suicide, c'est que ce facteur désinhibition, il devient important quand on associe une sorte un peu, justement, donc là, d'un soi-disant stimulation. C'est vrai que le passage à l'acte peut être plus important en ayant des boissons énergisantes au fait associées. Voilà ce que je voulais vous dire à travers cet aperçu-là qui est très large. Donc, au fait, c'est vrai qu'on essaye toujours d'avoir des niveaux de preuve pour affirmer comme ça dans certaines choses. Il y en a quand même beaucoup. Et je pense que maintenant, ça vaut le coup aussi chez les jeunes et même chez les moins jeunes d'apporter ces messages-là. C'est vrai que moi, je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment portés, mais qui sont à rappeler et pas uniquement pendant les fêtes, mais pendant toute l'année, pas uniquement pendant l'été, pendant toute l'année aussi, vu le nombre d'accidents de circulation et d'accidents tout court qui peuvent être liés à l'alcool et notamment à cette association dont on décrit pas très très souvent. Merci de votre attention. Merci, Dr Chéric. Tu as répondu pratiquement dans ton diaporama à toutes les questions qui étaient évoquées. Tu as parlé des conseils de réduction des risques voilà, et des dommages. Une question sur les méfaits du Coca-Cola. Est-ce qu'il y a un lien Red Bull, Coca-Cola, c'est le même, un petit peu le même circuit? Oui, il y a de la caféine, mais moins.
Il y a du sucre aussi. Donc c'est vrai qu'on parle moins de boissons énergisantes, mais ça peut faire partie. C'est vrai que maintenant, les boissons énergisantes, c'est presque un effet au-dessus, parce que boissons énergisantes aussi, c'est le fait un peu qu'il y ait la taurine, de la guarana, qu'il y ait toutes ces substances justement qui sont recherchées, et notamment la taurine. Et la taurine auprès des jeunes, c'est vraiment, ça véhicule un fantasme de dire, c'est vrai que taurine, taureau, et tous ces effets, testostérone aussi, virilité, ce sont tous ces fantasmes aussi qui sont véhiculés et qui donnent cette sensation. C'est vrai que moi, je vois beaucoup de jeunes avec des canettes justement de Red Bull à la main pour tenir le coup, parce que quand je leur demande, parce qu'ils sont décalés, parce que c'est des couches tard, parce qu'ils s'endorment devant l'écran, ils essayent un peu de tenir une vigilance, enfin, ils croient tenir une vigilance avec des boissons énergisantes tout court. Et ça, sans l'associer à l'alcool, mais ça, après, je pense qu'on n'a pas besoin de leur dire, ils y vont par eux-mêmes pour aussi chercher cette association, mais sans trop savoir. Ah, il y avait une petite question focus sur la consommation d'alcool plus énergiseur en milieu festif, notamment free party. Est-ce Ouais. qu'on dénote aussi plus de consommation? Oui, mais au fait, malheureusement, elles ne sont pas au fait notées parce que, un peu comme même les professionnels qui font de la prévention en addictologie, quand ils vont à ces soirées-là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus porté sur des produits, d'aller chercher des produits qu'on connaît bien, qu'on estime plus dangereux, et on sous-estime un peu tout le reste parce que tout le reste, presque, il y a d'autres équipes qui font de la prévention aussi chez les jeunes qui offrent des boissons sucrées gratuites pour éviter de boire de l'alcool. Et ça, on l'a vu aussi justement dans Classe sur Nice. C'est un concept qui a marché pendant certaines années. Pour éviter de consommer d'alcool, les boissons sucrées, elles sont offertes gratuitement. Dans les boissons sucrées, il y a aussi les boissons énergisantes aussi, hein. Parce qu'il y a tous les promoteurs aussi d'un point de vue marketing. Quid des consommations de boissons énergisantes pour les jeunes souffrant de TDAH? Oui, alors là, il n'y a pas d'études, c'est-à-dire mais c'est vrai que d'un point de vue clinique, ça sous-entend que ce risque, il est important et les jeunes qui peuvent souffrir de TDAH, il y a une consommation certainement plus importante, mais avec d'autres produits aussi. Comme je pourrais dire aussi le rôle de la cocaïne qui est très, très associé maintenant avec le trouble TDAH aussi. Donc là aussi, ce qui serait bien, c'est de faire vraiment des études. Et c'est que nous-mêmes, en tant que professionnels, qu'on s'intéresse à beaucoup plus et de repérer en tous les cas ces comportements plus que ce que l'on fait actuellement. Très bien. Est-ce qu'il y a... Non, bah, parfait. C'était parfait, très complet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. Voilà, je vais remercier tous les participants, participantes de ce webinaire. Farid, je te remercie de ta Merci beaucoup. disponibilité et du travail réalisé. Merci aussi un petit mot pour Laetitia Béguin, donc, qui est notre documentaliste au sein d'Arca Sud et qui vous transmettra prochainement lors de la rediffusion du replay du webinaire toute une bibliographie qu'elle vous a préparée sur ce thème. Voilà, merci à toutes et à toutes. Très bonne journée. À bientôt. Merci. Au Très bonne journée. revoir. Au revoir. Merci Au revoir. Farej. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.